Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Et ça bavarde déjà, nous sommes en direct. Bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes sur Radio M, il est 18h. Bienvenue à nos invités. Bonsoir Hossein Bellaloufi, vous êtes journaliste freelance. Bonsoir. Bonsoir Kamel Ansari. Merci à vous d'être venu. Bonsoir Kamel Ansari. Bonsoir. Directeur du Jeune Indépendant. Bonsoir Hassan Qadi. Bonsoir. Et bonsoir Hassan Ouali, journaliste à Al-Watan. Akram Kharif va nous rejoindre dans quelques minutes. C'est pas Abed Sharif qui nous rejoint dans quelques minutes? Peut-être qu'on aura une mauvaise surprise, mais on ne sait pas. On verra. Bien sûr, Ou une bonne, bien sûr. On salue tous nos auditeurs et évidemment les anciens et les actuels membres du CPP. La porte leur est toujours ouverte. On commence ce café presse politique par un anniversaire qui, pour certains, peut-être... Je sais que tu es très perturbé par le fait qu'on parle de la révolution russe. Je suis tellement perturbé par le sujet que j'ai oublié l'image marquante de la semaine. En plus, aussi ne s'est même pas préparé. Donc on va commencer par la droite. Hassan, quelle est l'image qui t'a marqué cette semaine? Bon, moi, je dirais c'est le CPP de la semaine passée. On a eu un journaliste qui assume, qui revendique ce qu'on fixe des lignes rouges pour la liberté de la presse, et un éditeur de livres qui estime que accuser quelqu'un d'appartenir à un groupe terroriste comme une opinion. Mais vous étiez où? Pourquoi tu n'étais pas là au CPP? Je n'étais pas invité. C'est notre faute finalement. Hassan, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? On va encore faire du nombrilisme, on ne sort pas de Radio M, ça s'est passé ici, c'était hier. J'ai reçu donc, dans le cadre de l'invité du direct, M. Ahmed Ben Bitoul, ancien chef du gouvernement de M. Abdelaziz Bouteflika. Il nous a dressé un tableau un peu préoccupant de ce qui va arriver les mois et les années qui viennent, et de manière très posée, très rigoureuse, documentée, etc. Plus de réserve de change, hyperinflation très probable, et pas de réponse politique. Quand il est sorti du studio, l'image de la semaine pour moi, c'est le regard de l'équipe de Radio M et l'équipe des jeunes de Maghreb émergent qui étaient passablement paniqués. Monsieur Belbetoul qui a raconté aussi les détails de sa démission, très importante. Il n'en avait pas parlé depuis longtemps, donc si vous voulez le savoir, c'est sur le podcast de Radio M. Kamel Ansari, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? L'attentat de Somalie, 230 morts, et c'est pas Charlie, bien évidemment, c'est pas Paris, c'est pas Londres. La communauté internationale n'en tient pas, enfin personne ne sait en Occident, il suffit qu'il y ait un blessé ou un mort quelque part en Europe et toute l'Occident qui s'offusque, qui s'unit, qui se mobilise contre le terrorisme alors que 230 morts, encore une fois, voici cette image ou bien cette politique de 2 poids 2 mesures, il y a leurs morts et nos morts ou bien les morts de l'Occident qui ont de la valeur boursière, mais pour les 230 morts c'est rien du tout comparé à un mort en Occident, c'est ça mon image de la semaine. Il n'y a pas d'émotion non plus en Algérie. Hein. Et vous parlez bien entendu Moi j'en parle, je suis algérien, j'en parle. Vous parlez bien entendu de l'attentat de Mogadiscio. Hossein Bellaloufi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Ce qui m'a marqué, c'est la décision de Donald Trump de ne pas certifier l'accord avec l'Iran sur le nucléaire, et qui confirme un peu la démarche actuelle des États-Unis après la sortie de l'UNESCO, d'une volonté de mener une politique de plus en plus unilatérale qui s'affranchit des règles de la politique internationale, alors que ces mêmes règles ont été mises en place par les grandes puissances au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et même ces règles qui leur servaient, qui leur profitaient, aujourd'hui, ils veulent s'en affranchir parce que ça les contraint. Et donc, il y a un isolement des États-Unis, suivi par Israël, par exemple dans la question de l'UNESCO,
ce qui est une bonne chose, qu'ils soient isolés, même sur la question du nucléaire. En même temps, c'est dangereux parce qu'on sait que quand ces grandes puissances commencent à être isolées, elles deviennent plus agressives et plus dangereuses. Et j'aime bien cette réaction d'un blogueur très connu en France qui a réagi au retrait des États-Unis de l'UNESCO. Il dit « Je ne suis pas étonné que Trump quitte l'UNESCO, car dans l'UNESCO, il y a éducation, sciences et culture. » Donc voilà, c'est... Avant de commencer la première partie du CPP, j'aimerais simplement vous rappeler que le journaliste et fixeur Saïd Chetoul est emprisonné depuis maintenant presque 5 mois, sans jugement, sans accusation claire à son encontre. Et Reporters sans frontières RSF vient de lancer aujourd'hui une pétition pour exiger sa libération. Vous pouvez retrouver cette pétition et la signer si vous le souhaitez sur le site de Reporters sans frontières rsf.com. On commence la première partie du CPP donc par un anniversaire qui peut-être n'intéressera pas beaucoup de personnes, mais le devenir de l'humanité de ce début du XXe siècle est lié intimement à la révolution d'octobre 1917 en Russie, la chute du tsarisme et toutes les évolutions et la transformation que toute la région et que tout le monde a connu. L'Algérie est liée, nous en parlerons tout au long de cette première partie. Ça fait 100 ans, Hessène, la révolution d'octobre. Le monde a changé. Est-ce que la révolution, même si le thème et la question est très vague, est-ce que cette révolution a atteint ses idéaux, plutôt une partie de ses idéaux? Rapidement, si les idéaux c'était d'instaurer le socialisme d'abord en Russie, en Union soviétique, puis dans le monde, ça s'est raté. Il y a une expérience de plusieurs décennies d'économie qui n'était pas une économie capitaliste, mais qui n'est pas arrivée au socialisme, au sens marxiste du socialisme, c'est-à-dire une libération des forces de la productive et un épanouissement de l'homme dans le cadre on va dire, d'un modèle de production qui n'asservit pas l'être humain. De ce point de vue-là, on peut dire que ça ne s'est pas réalisé. Mais il y a plein d'objectifs intermédiaires qui se sont réalisés. Et paradoxalement, je pense que la partie la plus intéressante de la révolution russe, c'est qu'elle a changé les rapports de force à l'échelle internationale. Elle a affaibli les puissants. Elle a ouvert les yeux aux faibles. Elle leur a montré qu'il était possible de mettre à bas les régimes des puissants. Et ça a ouvert une porte immense vers les mouvements insurrectionnels d'indépendance, vers les mouvements dont nous avons fini par bénéficier quelques décennies plus tard. Il faudrait signaler que, tout d'abord préciser que le 17 octobre, c'était dans le calendrier julien, donc qui était en vigueur. Non, c'est en novembre, c'est un message de détail. Oui, mais c'est en réalité c'est la nuit de 6 au 7 décembre. Novembre. Oui, 7, 8, 7. Donc, mais ce qui s'est produit cette nuit-là n'était pas véritablement la véritable révolution, parce qu'elle s'est produite au mois de février auparavant. Donc c'est là où il y a eu plus de morts. Dans les bolcheviks ont pris le pouvoir à Petrograd, qui est actuellement la Saint-Pétersbourg. Et c'est presque ce qui s'est produit en février 2017, c'est presque un octobre 88, mais qui, contrairement à l'Algérie, il a reconfiguré le régime en Russie et qui a eu des bouleversements énormes sur toute la société. La société russe, à l'époque, était déjà en pleine ébullition. Il y a eu des tentatives de révolution en 1905 qui ont été avortées. Il y a eu 2000 morts à Moscou. Et puis, il y a eu une succession d'événements qui ont poussé le tsar Nicolas II à abdiquer et bien évidemment permettre aussi à une nouvelle tendance dirigée, il faut le préciser, par des bourgeois. C'est une révolution de bourgeois, mais dans le charbon ou bien dans le fût ont été surtout les agriculteurs. Bien évidemment, elle a donné, pour la première fois dans l'histoire, on a les pauvres, les démunis, les désargentés, les opprimés ont pu prendre conscience qu'il y a un moyen de renverser les régimes qui étaient associés, il ne faut pas l'oublier, qu'il était inimaginable à l'époque de destituer un tsar qui était presque le représentant de Dieu. C'est cette corrélation et cette connexion entre la religion et bien évidemment le pouvoir a toujours été utilisé par les puissants, c'est-à-dire par l'aristocratie, pour asseoir son pouvoir d'une manière brutale souvent, et en oppressant les populations et en les approvisionnant
sous prétexte que c'est un destin religieux. Et il y a eu aussi des circonstances qui ont permis à l'émergence, à la réussite de cette révolution. Il y a eu la Première Guerre mondiale, donc les conditions étaient réunies. La Russie était déjà vraiment affaiblie, l'armée affaiblie, et il y a eu au sein de l'armée une volonté de changer le régime. José Belaloffi, toutes les conditions étaient réunies. Comme dans toutes les révolutions, les valeurs sont nobles, mais est-ce que octobre 2017 a atteint vraiment l'objectif, à part la chute du tsarisme, évidemment? 1917. Oui. Ouais. Je pense qu'il y avait... Disons que octobre 1917, c'est la première expérience, après la Commune de Paris, d'une tentative faite par les travailleurs de dépasser le stade du capitalisme. Donc de remise en cause du capitalisme, la révolution d'octobre. Elle a ouvert un champ tout à fait nouveau, avec des expériences, des succès, des échecs. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il en reste, c'est qu'il faut tirer les leçons de cette expérience-là, que ça soit dans la transformation de la société au niveau économique, au niveau social, au niveau politique, au niveau des rapports de force internationaux. Donc il y a ce premier champ, c'est-à-dire le fait de dépasser le capitalisme. Or, je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, les expériences socialistes ont échoué. Cette première vague, je dirais, d'expérience socialiste a échoué. Et le capitalisme triomphe au niveau de la planète entière. Et on voit, selon moi, les dégâts qui découlent de cette domination du capitalisme. C'est-à-dire que la société qu'on nous a annoncée après 90 et la chute du mur de Berlin, une société de prospérité partagée, de coopération internationale, de fin de l'histoire, etc., ne s'est pas réalisée. C'est-à-dire les questions qui ont été posées par la Révolution d'octobre sont toujours d'actualité. Donc ça, c'est le premier point. Donc la question de la justice sociale, la question du dépassement des inégalités. Deuxièmement, que Yassine a fait référence tout à l'heure, effectivement, le 17 a été un point de départ et un accélérateur des luttes de libération des peuples coloniaux. On a cité Messali Hadj, qui effectivement est passé par le Parti communiste français, avec Ho Chi Minh, qui fondera ensuite le Parti communiste vietnamien. Des dirigeants chinois comme Xu Anlai ont été aussi dans Deng Xiaoping, je crois, ont été dans l'immigration en France, et ont participé ensuite, en passant par l'URSS, à la formation du Parti communiste chinois. L'URSS a soutenu non seulement le Parti communiste chinois, mais a aussi soutenu le mouvement de Chiang Kai-shek, le mouvement de Sun Yat-sen qui avait été créé en 1911, le mouvement nationaliste chinois, au moins jusqu'en 27. Et bon, on pourrait citer des tas d'autres pays où la révolution de 17, on l'avait vu tout à l'heure à travers le rassemblement de Bakou, la conférence internationale de Bakou, a été, suite à l'échec des révolutions dans les pays d'Europe, une immense poussée des luttes de libération nationale à travers le monde. La question qui reste posée... Hassan, on donne la parole à Hassan, vas-y. Moi, je dirais au moins deux choses. C'est-à-dire, à l'échelle de l'histoire, la révolution russe, quand on parle de révolution russe, il y a des noms, c'est Lénine, c'est Trotsky, c'est Plekhanov qui est un peu en retard de l'histoire parce que c'est lui qui traduit le marxisme russe, lui qui introduit le marxisme dans la Russie, c'est lui qui forme les militants révolutionnaires, c'est lui qui structure un peu la pensée marxiste en Russie. Mais ce qui s'est passé en février puis octobre 17, c'est que la prise de pouvoir par les bolcheviks, ça a produit un bouleversement profond, d'abord dans les rapports de pouvoir internes, c'est-à-dire les soviets prennent le pouvoir, renversement du tsar, une émancipation des travailleurs, la dictature du prolétariat. Au niveau international, ça a provoqué aussi un bouleversement important dans les relations internationales, en Europe notamment, mais ce qui est important pour nous, de notre point de vue, c'est que c'était un moment historique où l'idée de l'émancipation des peuples était à portée de main, était devenue une réalité. Donc, comment renverser le tsar, comment prendre la possibilité des soviets
les travailleurs de prendre le pouvoir, et ça a impacté à mon avis tout le siècle, hein. Et ça va durer encore, ça a structuré profondément la pensée de l'humanité. Donc un impact planétaire, vous avez bien dit de mettre l'accent sur Lénine, puis sur Trotsky. Est-ce que ça n'a pas été un des grands défauts de cette révolution? C'est l'apparition du léninisme, du trotskisme, après ils se sont déchirés. Est-ce que ce déchirement, est-ce que ces guerres internes n'ont pas un peu altéré cette révolution? Oui, mais rapidement, c'est le sens de l'histoire, hein. C'est des dynamiques, et des victoires, des conquêtes, des reculs, des crises, des défaites. On a une phrase, on est passé de la dictature du prolétariat à la dictature du parti, et ensuite à la dictature d'une personne incarnée par Staline qui est devenue un régime totalitaire. Je voudrais juste, très brièvement, à propos de cette possibilité de faire chuter un régime monarchique ou une aristocratie. L'Angleterre nous a donné l'exemple avec Cromwell. C'est pas l'agenda de la révolution. Oui, je sais. Je suis juste pour octobre, c'est autre chose, justement. Oui, je sais pour dire que l'idée, c'est pour ça que l'opposition russe à l'époque, elle était installée toute en Grande-Bretagne. Et là, on revient. Si tu permets, Kamal, juste, je situe un petit peu, si tu permets, en une seconde, hein, je situe un petit peu dans ce qu'a dit Hussein. Qu'est-ce que dans la révolution d'octobre on peut retenir aujourd'hui, et la principale leçon. La révolution d'octobre, c'est un pari doctrinal fulgurant, selon lequel on peut sauter une étape dans l'histoire. Un peuple peut sauter une étape dans l'histoire. C'est l'étape du capitalisme. C'est-à-dire que, au début du siècle dernier, des pays comme la Russie tsariste étaient un pays qui était en train de commencer à construire un capitalisme national, le monde étant dominé par l'Angleterre que tu as cité, etc. Et la doctrine marxiste originale, le Masdar Salafi, c'est il faut que le capitalisme se développe jusqu'à une certaine limite, qu'il rentre dans ses contradictions, et la solution, c'est la révolution prolétarienne qui va l'amener. Ce qui s'est passé en 1917, c'est qu'à un moment donné, le parti communiste, le parti bolchevique s'est dit on ne peut pas compter sur la bourgeoisie russe pour développer une étape capitaliste, c'est-à-dire pour réaliser, comme on l'utilise dans le langage, les tâches nationales démocratiques. On ne peut pas compter sur cette bourgeoisie-là parce qu'elle est dominée par l'impérialisme, parce qu'elle est corrompue, elle accepte le tsarisme qui est un modèle archaïque, etc., etc. Si elle ne peut pas le faire, c'est nous qui allons le faire. C'est ça le saut historique, c'est un immense pari. Et c'est une révolution qui a un programme sur plusieurs décennies. C'est nous qui allons développer le pays, c'est nous qui allons faire à la fois les tâches démocratiques nationales et puis réaliser le collectivisme, réaliser la société socialiste. Ce pari-là, il est perdu. Pourquoi il est perdu? Parce qu'aujourd'hui, on est le 17 octobre. Le plénum du Parti communiste chinois est en réunion. C'est un parti communiste, il a comme référence la révolution de 1917 et il appelle à ouvrir encore plus le marché. Il a développé, c'est là en cela où je ne suis pas d'accord avec Hussein. Je suis désolé, 600 millions de pauvres en Chine ont été sortis non pas par l'application du collectivisme, mais par l'application des méthodes de marché. 600 millions de la population chinoise sont passés de la pauvreté aux classes moyennes. Donc le moyen de développer, aujourd'hui la leçon, si on devait se limiter à cela, il n'a pas été possible de sauter par-dessus une étape historique. Il n'a pas été possible. Dépasser le capitalisme, c'est toujours à l'ordre du jour, je suis d'accord. Mais la façon dont ça s'est fait dans un pays retardataire, ça ne l'a pas permis de le faire. Akram Khaliev, bonsoir, vous venez de nous rejoindre, c'est un sujet qui vous intéresse. Avant de vous poser la question sur les restes du tsarisme en Russie, parce que vous effectuez souvent des voyages en Russie, quelle est d'abord l'image qui vous a marqué cette semaine, Akram? Vous n'échapperez pas à la question. La mort du général Ahmed Zahardin en Syrie. Oui, le Délazor. Alors, que reste-t-il aujourd'hui du tsarisme en Russie? Du tsarisme ou du communisme? Un peu des deux. Ils sont morts tous les deux, pour vous, le communisme est mort comme le tsarisme? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est compliqué, même du temps de Staline, des pans entiers du tsarisme sont restés. Quand on fait un tour, toi tu as eu la chance de visiter le Kremlin, un des dômes principaux à l'intérieur du Kremlin a porté sous Staline et portera encore l'aigle bicéphale des tsars, donc il n'a pas été enlevé. La Russie a besoin du tsarisme comme... Mon Dieu.
a besoin du tsarisme comme référent culturel, référent national et comme épouvantail. Et comme épouvantail, exactement, parce que c'est une sorte de bourgeoisie qu'on peut sortir, exactement, et qui a été utilisée aussi par Vladimir Poutine pour combattre les oligarques. Donc la Russie tsariste existe, mais c'est un mythe. Après, ce qui reste du communisme, sincèrement, je trouve la seule chose qui reste du communisme pour moi en Russie, à Moscou, c'est le métro. Les métros portent toujours les anciens. Et les cités ouvrières. Oui, bon, même en Algérie, ça porte. Il reste quand même beaucoup de choses, pas seulement en Russie ou à Moscou, un peu dans le monde, parce que la révolution d'octobre a inspiré beaucoup de luttes dans beaucoup de pays dans le monde. Ça continue à inspirer des combats des peuples, des combats des travailleurs. C'est l'émancipation, c'est la justice sociale, c'est le progrès, c'est la modernité, parce qu'on a tendance à confiner un peu le socialisme à quelque chose de suranné, dépasser. On dit que le capitalisme c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, le socialisme c'est l'inverse. Non, bien sûr que non, mais bien sûr que non, c'est une caricature complètement insensée. Mais il y a tout, au-delà du mouvement de libération des pays qui étaient colonisés, en Europe occidentale notamment, toutes les luttes, toutes les conquêtes sociales se sont inspirées d'abord du texte fondateur du marxisme, mais aussi de l'expérience soviétique. Non seulement ça, c'est-à-dire que c'était la seule référence, c'est-à-dire que les peuples à l'époque, tous ceux qui veulent, parce que ce qu'on avait sur la table en termes d'idéologie ou bien de solutions idéologiques par rapport à l'occupant, par rapport au rentier, par rapport au féodalisme, par rapport à la bourgeoisie qui était vraiment oppressante, c'était cette solution-là qui était le socialisme ou bien le communisme. Même au niveau intellectuel, les gens, quand ils voulaient, enfin tous les intellects, tous les militants ou tous les révolutionnaires, quand ils cherchaient une solution, ils n'avaient que ça. Nous n'avions que ça comme référence. C'était le socialisme ou le communisme. À l'époque, c'était parce que c'était porteur. Il était facile de galvaniser les foules, de les rassembler avec un discours qui leur serait propre et qui leur assurait le pouvoir. Parce que l'idée était que, c'est pour ça qu'en Algérie, on parlait le pouvoir par le peuple et pour le peuple. C'était la même idéologie, la même substrat idéologique qui était utilisée pour galvaniser les poules, les rassembler autour d'un idéal collectif. Contrairement au capitalisme, on a vu, le capitalisme signifiait quoi? Signifiait colonialisme, signifiait oppression, signifiait privation de liberté, et c'était le communisme qui était véritablement la solution idoine à l'époque. Hossein Bellaloufi. Oui. C'est-à-dire, je pense qu'il faut qu'on sorte de la vision en soi d'idéalisation de la révolution d'octobre, qui en fait un modèle, et ça a été le cas pendant des décennies et des décennies, alors que c'est un exemple de révolution, et l'inverse, bien sûr, le dénigrement systématique, la diabolisation. Je pense que en Russie, en octobre 17, c'est un pari, effectivement, historique, mais c'est pas une démarche doctrinaire. Pourquoi ? Parce que la bourgeoisie russe a fait la preuve de son incapacité à diriger la révolution. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est celui de la guerre. La guerre impérialiste, une guerre de partage, de brigandage entre différentes puissances qui, pendant 4 ans, ont transformé l'Europe en une véritable boucherie entre les peuples, se faisant entretuer. Et qui a par exemple révélé les accords Sykes-Picot? C'est les bolcheviks. Qui a refusé justement cette démarche d'accords secrets pour se partager le monde en zone d'influence ce sont les bolcheviks. Donc la bourgeoisie et même les courants démocrates, petits bourgeois, socialistes révolutionnaires, mencheviks, ont refusé le mot d'ordre principal qui était la paix. Or, la paix, c'est pas le mot d'ordre de Lénine. Ce sont les paysans qui étaient des paysans soldats, qui ont déserté le terrain après 4 ans dans les tranchées ou 3 ans dans les tranchées, qui n'en pouvaient plus et qui ne voulaient absolument pas continuer à se faire tuer pour le tsar. Or, les partis socialistes révolutionnaires et mencheviks qui étaient au gouvernement provisoire, au lieu de reprendre ce mot d'ordre-là, la paix,
voulait continuer la guerre avec Plekhanov. Le deuxième argument, c'est pire encore, c'est la question de la terre aux paysans. La terre aux paysans, c'est le programme des socialistes révolutionnaires. C'est leur raison même d'exister. Or, qu'est-ce qu'ils font au gouvernement? Ils refusent de donner la terre aux paysans. Donc, qu'est-ce que fait le parti bolchevique? Il reprend ces deux mots d'ordre-là. La paix, la terre aux paysans et la journée de 8 heures pour les ouvriers, la justice sociale, etc. Et donc, il était obligé de prendre en charge les tâches que la bourgeoisie russe, pour les raisons que tu as indiquées, n'était pas capable historiquement de prendre. Donc, c'était à la fois, chez quelqu'un comme Trotsky, c'était effectivement une démarche assez théorique. Déjà pensé. Chez Lénine, c'est une réponse comme d'habitude. Opportuniste. Non, pas opportuniste. Une réponse à une situation concrète. C'est-à-dire, on a fait la révolution démocratique, puisque c'était inscrit dans leur... Il n'avait pas la démarche doctrinaire, je dirais, de Trotsky, qui disait il y a forcément une révolution permanente. Non, il disait on fait d'abord la révolution démocratique, on se libère du tsar, etc. Et ensuite, il y aura la révolution socialiste. Mais comme la bourgeoisie n'est pas capable de la diriger, il revient au prolétariat de la diriger dans un pays arriéré, effectivement. Et donc, il y a un enchevêtrement des tâches démocratiques et des tâches socialistes, où on a une révolution paysanne, puisque la paysannerie forme quand même 80% de la population. 130 millions à l'époque. Voilà. Mais dirigée par la classe ouvrière, dirigée par le prolétariat. Alors ensuite, il y a la façon dont ça s'est réglé, c'est-à-dire on sort d'une guerre mondiale, et ensuite il y a une guerre civile, il y a des interventions étrangères. C'est-à-dire, ils n'ont pas construit le socialisme de manière tranquille, en coopérant avec les étrangers, etc. C'est-à-dire, ils étaient en guerre et on cherchait à les renverser aussi bien au niveau interne qu'au niveau externe. Alors, vous l'avez parlé dans vos interventions, il y a un lien avec l'Algérie, il est important, nous devons l'aborder. Le premier, on peut évidemment parler de Ahmed Msali Hadj, vous l'avez abordé, qui a commencé au Parti communiste français avant de lancer l'étoile nord-africaine, puis le PPA. Donc il y a une influence chez Ahmed Msali Hadj, sans parler évidemment que la révolution du 1er novembre, à laquelle évidemment Msali Hadj n'a pas souscrit, a été déclenchée 37 ans après la révolution de 1917. S'il y a une question que j'aimerais poser, c'est quid de l'Algérie, la position de l'Algérie de la révolution de 1917, quel a été l'impact et les conséquences? Je pense que tu les as cités, Khaled. C'est une nouvelle génération, une nouvelle manière de faire de la politique. En réalité, c'est une nouvelle manière de faire de la politique qui est moderne, qui est en rupture avec ce qui s'est passé avant. Il y avait les jeunes Algériens autour de l'émir Khaled, et puis il y avait une manière de faire de la politique qui était différente, qui va construire un instrument. Parce que on peut citer beaucoup d'influences, mais moi, celle que j'ai envie de retenir pour aller vite, c'est celle du parti d'avant-garde, du parti révolutionnaire, du parti léniniste. Il y a une influence dans le mouvement national, au sein du PPA-MTLD, c'est de bien analyser la situation et de bien comprendre le moment de l'histoire où on peut aller plus loin. Lénine a répondu entre février 17 et octobre 17 à cette question-là en se disant c'est à nous d'aller de l'avant parce que les tâches que devait réaliser la bourgeoisie, elle n'a pas été capable de les réaliser. La lecture du PPA-MTLD après le 8 mai 45, c'est il ne suffit pas d'appeler à l'indépendance, il faut s'organiser parce que pour l'obtenir, et ce sera par la lutte armée. Ça, c'est une lecture qui est alimentée par l'analyse matérialiste des rapports de force, qui vient de la tradition marxiste-léniniste du parti d'avant-garde. C'est-à-dire aujourd'hui, pendant que l'UDMA, je suis en train de finir le livre de Malika Rahal que je reçois demain au sujet de l'UDMA, réfléchissez sur un moyen réformiste d'obtenir éventuellement l'émancipation du peuple algérien, peut-être pas l'indépendance. Le PPA-MTLD faisait une lecture léniniste de la situation. Et, y compris au moment de la crise de 53, séparation messaliste-centraliste, les activistes ont fait cette lecture-là. Il y a eu Dien Bien Phu, il y a eu le Maroc et la Tunisie qui commençaient à bouger. Moment historique particulier, les tâches nationales, c'est nous qui les réalisons et ça passe par la lutte armée. L'instrument, c'est le parti. L'instrument, c'est le parti d'avant-garde. Ça, c'est un instrument offert par la révolution russe. C'est la révolution russe qui nous a offert cet instrument. Il n'y a aucun impact bolchéiste sur la révolution du 1er novembre 54, puisque les messalistes n'étaient pas bien sûr d'accord avec cette révolution. Puisque tu dis qu'il n'y a pas sur le PPA. Les messalistes étaient d'accord avec la révolution. Et ils n'étaient pas d'accord sur le timing. C'est totalement... De Hussein Ahmed, absolument. En gros... Tu te partages le micro, Akram. À partir fin des années 20, dans l'immigration algérienne, il y a des militants qui vont se retrouver dans les syndicats qui étaient d'extraction communiste. Ils étaient CGT, ils étaient PCF, Parti communiste. On peut citer
beaucoup d'exemples. Bachir Hadji Ali, beaucoup, des centaines. Et la prise de conscience indépendantiste s'est formée à ce moment-là en se frottant avec ce milieu communiste qui vient d'octobre 17, parce que pour 17, pour beaucoup de gens dans le monde, c'est le triomphe d'un certain nombre de valeurs, d'idées, même si ça a très mal tourné avec Staline. Et donc ça va inspirer même la philosophie du PPA-MTLD, parce que ils considèrent, l'analyse qu'ils font de la colonisation, c'est une guerre impériale, c'est une occupation, c'est l'extension du capitalisme mondialisé qui va dominer les peuples, qui va s'emparer des richesses. C'est le sens de la colonisation ou décolonisation. Donc ça a marqué profondément les militants. Aït Ahmed, il se définissait jusqu'aux années 60, jusqu'à son procès devant la Cour de sûreté de l'État, comme un marxiste. Il disait dans ses écrits un socialisme scientifique. Ça a marqué beaucoup de générations de militants jusqu'à à Béjaïa, il y avait la manifestation des étudiants en 81, c'était pour un socialisme scientifique. Ça a marqué, et ça va marquer encore des générations de militants. Nous, ça nous a impacté directement pour ce mouvement, parce que l'Union soviétique soutenait ces mouvements de libération. On a aussi des exemples d'îlots communistes en Algérie, après l'indépendance. Je citerai Biskra. Moi, j'aimerais parler de Biskra et de l'image, parce que pour moi, c'est un symbole du communisme en Algérie. Un ami de Bengana, Jebbah el-Mekki, qui a été sauvagement torturé par le fameux Bengana coupeur d'oreilles, et qui faisait partie de la vie politique à Biskra, et qui était non seulement meneur communiste, mais qui symbolisait aussi non seulement le fait de se défaire du colonialisme, mais aussi du féodalisme algérien, du féodalisme des Bachara. Bon, juste rappeler, tu as parlé tout à l'heure, vous avez cité le rapport de Zeddine d'Aït Ahmed. Justement, dans ce rapport-là, Aït Ahmed parle de l'algérisation de la révolution. Lui, il revient sur tout le parcours des révolutions à travers l'histoire. Il passe par la révolution bolchevique, il parle de la révolution vietnamienne. Et là, il arrive à une conclusion qu'il faut algérianiser cette révolution. C'est-à-dire qu'on ne peut, parce que c'est à partir de là que la crise berbériste est apparue, c'est qu'elle soit algérienne, purement algérienne. Donc ce n'est pas, le modèle était encore en train d'être recherché, et je pense que le CRUA a traduit cette tendance. Il a traduit le choix qui n'était pas tout à fait communiste. Bien évidemment, au sein des élites du FLN, ou tous ceux qui ont pris en main le destin de la révolution étaient tous d'extraction, disons, de gauche, à part probablement les ulémas ou bien ceux de l'UDMA, mais que le moteur essentiel initial était de gauche. Donc forcément parce que la tendance révolutionnaire était bien ancrée chez les communistes, ou bien chez les socialistes, mais pas chez les autres, qui étaient plutôt tendance à chercher un compromis avec l'occupant. Donc c'était cette tendance-là qui a poussé vers la révolution. Et bien évidemment, quand on parle, il y avait déjà, on parle de foyers, des foyers communistes étaient ancrés surtout dans les régions minières. On peut citer par exemple, oui, sur Arras, à Intemouchent, il y avait le communisme était très ancré à Blida et à Indefla. Donc c'est les militants qui ont porté le projet révolutionnaire. Abed Sharaf va être content. C'est rare. Donc les foyers étaient déjà présents, contrairement aux foyers religieux, c'est-à-dire qui étaient vraiment à l'époque-là étaient pas tout à fait organisés, mais organisés en une association qui était tergiversée et qui n'avait pas clairement identifié sa tendance vers l'indépendance ou pas. Merci Kamel, merci à vous tous. On se retrouve dans un tout petit moment pour la deuxième partie du CPP. On peut continuer sur Max a séjourné en Algérie, voilà. Oui, pendant plusieurs années. À tout à l'heure. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal.
Plus d'informations sur www.merinal.com. Pour Merinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse politique avec nos invités Hossein Belaloufi, Kamal Mansari, Hassan Qadi, Hassan Ouali et Akram Kharieff. Nous allons continuer sur le premier sujet, mais rapidement, surtout pour parler de l'impact sur l'Algérie. Et nous n'avons pas aussi parlé de l'impact important sur les pays de la région, le Maghreb, qui n'ont pas suivi la même trajectoire avant et après leur indépendance vis-à-vis de l'appartenance au bloc de l'Est ou au bloc de l'Ouest. Akram, l'Algérie avait clairement fait son choix, même si c'était un pays officiellement non aligné. Non, c'est un pays réellement non aligné. Il faut le dire. L'Algérie n'a jamais été dans le giron direct de l'Union soviétique. Elle ne l'est pas aujourd'hui dans celui de la Russie. Bon, c'est vrai que la politique générale était plutôt de gauche, était plutôt socialiste. Et que quand on a un voisin qui sort pas encore du féodalisme comme le Maroc, c'est vrai que la différence est criarde. Mais non. Hassan Ouali. Moi je dirais d'abord que nous sommes encore peut-être un pays non aligné, mais dans le gérant soviétique, on a été très proche de l'Union soviétique. Jusqu'à aujourd'hui, tout l'armement algérien vient de la Russie. Mais une dernière phrase à ce sujet, l'héritage marxiste ou socialiste révolutionnaire en Algérie, comme un peu en Russie, est dilapidé. On a eu un PAX, un parti de l'avant-garde socialiste adossé au régime de Boumedienne, qui a disparu avec la disparition de Boumedienne. On a un parti le FFS, Front des Forces Socialistes, qui était un parti d'inspiration marxiste, mais petit à petit, là, il est devenu un parti socio-démocrate, et puis il a complètement abandonné la référence philosophique, historique, intellectuelle de gauche. Il reste une tendance plutôt trotskiste, partagé entre deux mouvements. C'est le Parti des travailleurs, on sait ce qu'il est devenu, même si il garde, en tout cas, il reste quand même un parti. Il se réclame encore pas de bouteflикisme, non, moi je dirais pas ça. Louise Hanoun reste une militante de gauche, reste une militante travailliste. Le Parti des travailleurs est un parti des travailleurs parce que le contexte a complètement changé par rapport aux années 50, aux années 60. Il y a un parti, le Parti social, le PST, qui aussi qui ne représente pas grand-chose, à l'exception de ces animateurs qui restent quand même très présents dans les luttes sociales, dans les luttes syndicales. Personne. Ce qui reste de la révolution de 1917 en Algérie, il reste beaucoup de choses, je ne vais pas y penser. Il faut juste que on garde en esprit que les instruments du changement, quand on veut dépasser le capitalisme, et je pense qu'il faut continuer à dépasser le capitalisme, parce que le capitalisme n'est pas une bonne chose pour l'humanité, même s'il développe des régions, qu'il enrichit certaines parties de la population, il reste dangereux pour les humains, il reste dangereux pour la planète, pour l'environnement, pour une série de raisons. C'est encore dans la théorie marxiste qu'on trouve les meilleurs instruments pour dépasser le capitalisme. On n'a pas encore renouvelé cela, et de ce point de vue-là, je pense que les élites politiques aujourd'hui qui veulent le changement, qui pensent au changement, doivent rester, à mon avis, près de ces expériences-là, bien les comprendre et en tirer les bonnes leçons. Hossein Belaloufi, l'Algérie a-t-elle bien fait de tourner la page du socialisme? Moi, j'irais un peu dans le même sens que le camarade Yassine, qui vient de faire une intervention. Le mot est lancé, voilà, il fallait s'y attendre. Non, le camarade est lancé. L'option socialiste qui a été prise en 62, c'est pas, encore une fois, le choix des dirigeants. Le socialisme en Algérie, c'était la forme moderne qu'a prise l'aspiration des masses
à l'égalité et à la justice sociale. Parce que la colonisation, c'est pas simplement une domination étrangère, c'est une spoliation des terres, spoliation des richesses, surexploitation des travailleurs. Et donc il y avait une immense soif de justice sociale qui s'est exprimée à travers le mouvement de l'autogestion. Les gens qui ont fait l'autogestion, les ouvriers agricoles, ne connaissaient pas Karl Marx ou Lénine ou Trotsky ou Mao, etc. Ils l'ont fait par nécessité, comme dans toutes les révolutions. Même en 17, les travailleurs ont fait la révolution par nécessité, pas par choix idéologique. Et donc voilà, je pense que c'est pour dire que le socialisme, c'est pas une idée étrangère à la société, mais elle a un ancrage profond dans la société. Mais quand on parle du Maghreb, parce que c'est notre région aussi, le Maroc et la Tunisie étaient des protectorats. Après leur indépendance acquise en 1956, ils n'ont pas pris le même chemin que l'Algérie. Ils ont fait le choix du libéralisme. Est-ce que ça leur a mieux réussi? Est-ce qu'on aurait dû faire ça selon vous? C'est pas complètement vrai, dans le cas de la Tunisie. Il y a eu l'expérience Youssoufiste. L'expérience de Ben Youssef qui n'a pas été complètement convaincante. Il faut dire qu'en Tunisie, on l'oublie souvent, on l'analyse pas beaucoup, c'est qu'à l'origine du nationalisme tunisien, c'est le syndical et c'est le Tunisien qui a structuré du GTT notamment, le rôle du syndicat tunisien et jusqu'à maintenant. C'est un mouvement très important. Pour en revenir à l'Algérie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Algérie, on a subi une double défaite. Le mouvement effectivement socialiste a été défait et le mouvement anti-impérialiste a été défait parce que l'Algérie, même si elle n'est pas alignée, elle s'ouvre de plus en plus à la domination économique et politique internationale. Je termine juste pour dire qu'on n'a pas les mêmes références sur la question de la Chine, parce que moi, les chiffres que j'ai, c'est qu'effectivement, la pauvreté s'est aggravée par rapport à... Oui. Mais juste un mot, parce que souvent, quand on parle, on évoque tout ça, on tombe dans la caricature, comme vient de le dire Akram, l'exploitation de l'homme, le socialisme, c'est l'inverse. Mais c'est fou. L'esprit, la philosophie, la pensée du socialisme, du marxisme, de manière générale, c'est remettre l'humain au centre des préoccupations, des débats. La finalité, c'est l'homme. Alors, vous parlez de finalité, le socialisme en Algérie est officiellement mort depuis plusieurs années, même si nous avons actuellement un Premier ministre qui est très protectionniste, qui a mis en place des lois très protectionnistes. Ça rappelle donc les souvenirs, le passé socialiste de l'Algérie. Cela nous amène, avec cette transition, à parler de l'actualité économique aujourd'hui en Algérie, notamment à travers la compagnie Sonatrach, qui est la première compagnie africaine, et les dernières déclarations de son PDG, qui parle de restructuration et qui critique en fait sa compagnie, et bien sûr avec les déclarations toutes nouvelles aujourd'hui sur le plan économique du Premier ministre Ahmadou Yahya, qui doit, en tant que chef du gouvernement, faire face à la grave crise économique. Qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui? Vous avez tous entendu le PDG d'Air Algérie parler de sa compagnie, de Sonatrach, entreprise bureaucratique, entreprise où il y a des filiales qui ne servent à rien. Est-ce que c'est un discours servi à l'opinion publique, ou est-ce que Ouattara est vraiment sérieux? Il veut vraiment changer Sonatrach? Tout d'abord, Sonatrach s'est lancé dans un projet de restructuration. C'est vrai, ça rentre dans le cadre de ce qu'on a baptisé SH 2030. Il a une vision jusqu'à 2030 pour remodeler sa compagnie actuelle. Il a parlé de 170 filiales, dont une dizaine qui ne constituent pas une plus-value, mais ce qui se passe actuellement à Sonatrach est exactement ce qui se passe à Aramco. On est en train de faire la même chose. Si on suit ce qui se passe en Arabie Saoudite, on est en train de réformer les compagnies pétrolières. Bien évidemment, le projet a été confié à un bureau à Boston, le Boston Consulting Group. Actuellement, Sonatrach, ils ont lancé un brainstorming au sein de l'entreprise. Ils sont en train d'essayer de voir avec les employés de Sonatrach quelles sont la façon à travers les procédures à travers lesquelles ils peuvent moderniser. Ils sont en train de faire un sondage, c'est fait par ce bureau Consulting Group à Boston, et la finalité est d'arriver à, tel qu'il est dit, à moderniser Sonatrach. Mais en même temps, c'est vrai qu'on est en train de moderniser Sonatrach. Dans quel but? Est-ce que ça va vraiment influer sur les rendements alors que nous avons un grand problème au niveau des hydrocarbures? D'un côté, il veut moderniser, mais de l'autre, il dit que d'ici 2025, on n'aura plus de pétrole si en 80%
80% de nos ressources seront épuisées. Donc si on a 80% de nos ressources vont être épuisées, pourquoi faire une stratégie de 2030? Donc je crois qu'il y a un problème de déclaration entre les intentions de réforme à l'intérieur de l'entreprise et la réalité de l'entreprise elle-même. On a parlé de baisse de production. Nous sommes en train de produire 80% de nos capacités. Donc d'ici 2025, on n'aura plus rien. Et à celle que vous inspirent les déclarations de Mounoul Tqaddour? Que ça va très mal, c'est un indicateur. Vous avez tous noté que le Premier ministre, après sa nomination, est allé à sa première sortie de terrain à Arzeu, et donc le message qu'il a envoyé, c'est que la sortie de la crise, encore une fois, ça va passer par les hydrocarbures. Et évidemment, très vite, on en arrive à Sonatrach, qui est supposé être l'instrument de ce redressement et de ce sauvetage par les hydrocarbures. On peut rappeler que dans l'épisode précédent du contre-choc, entre 86 et le milieu des années 90, rééchelonnement, défaut de paiement, etc., c'est quand même par le redressement de la production pétro-gazière de l'Algérie que nous nous en sommes sortis. Quand les prix sont montés au milieu des années 2000, on avait de grandes quantités disponibles, parce qu'on avait fait les bonnes réformes qui permettaient de le faire et relancer la prospection sur l'amont pétrolier. Aujourd'hui, on est dans un scénario où tout ça ne s'est pas mis en route. Et l'instrument qui permet de le faire est complètement à plat. Alors, le vrai problème, Tqaddour dit des choses, ça se dit à Sonatrach, c'est une administration, ça ne prend pas de décision, c'est complètement obsolète, ça prend trop en charge les désiderata de l'État, et donc c'est pas rentable, c'est pas compétitif. Mais est-ce que c'est Abdelrahman Tqaddour qui peut porter la réforme à Sonatrach? C'est ça la vraie question. Dans le contexte du 4e mandat, et connaissant les casseroles, on peut les rappeler, que traîne Abdelrahman Tqaddour. Il a été poursuivi dans la Abdelmoumen, pardon, Tqaddour, il a été poursuivi dans l'affaire BRC et il a été détenu pour une affaire liée à l'affaire BRC. Et il n'a jamais été jugé et on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait de bien ou de mal dans les accusations qui lui ont été portées. Hassan Wali. En réalité, finalement, on est dans la continuité du débat de tout à l'heure. On ne sort pas parce qu'on est dans la contradiction centrale, dans la contradiction objective. Est-ce qu'on laisse le marché organiser la vie sociale, la vie économique, la vie politique et sociétale d'un pays ou des pays ou du monde? Ou est-ce qu'il faut de la régulation, il faut du contrôle? Sonatrach, pour en parler, puisque le sujet, on sait que depuis toujours, c'est pas nouveau, que son fonctionnement est hyper bureaucratisé. Sa mission n'est pas seulement économique, elle joue des rôles politiques. On sait qu'à chaque fois qu'il y a une crise dans le pays, Sonatrach, qu'est-ce qu'elle peut nous sauver de la crise? Moi, ce qui est inquiétant dans le propos de Tqaddour, pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu'il veut après? En disant cela, qu'est-ce qu'il veut après? Où est-ce qu'il veut emmener Sonatrach? Bien sûr qu'il faut moderniser Sonatrach, bien sûr qu'il lui faut des instruments nouveaux qui lui permettent de conquérir de nouveaux marchés, de se frotter aux grands groupes pétroliers. J'ai bien peur que c'est un discours qui vise plutôt à donner à Sonatrach une autre orientation économique et politique. Hossein Bellaloufi. Oui, que pense le journaliste de l'action du PDG de Sonatrach et de la direction que prend l'entreprise? Je vais prendre un peu de recul par rapport à cette question-là. Je ne vais pas parler de bolchevique. Non, effectivement, c'est un peu le même débat. C'est la question qui est posée aujourd'hui dans le débat sur le développement de l'Algérie. C'est est-ce que il y a une bourgeoisie en Algérie qui est capable de prendre en charge ce développement, de le diriger, d'avoir l'hégémonie sur la société, c'est-à-dire d'entraîner derrière elle le reste de la société, ou en tout cas une partie majoritaire de... Or, je crois qu'avec la globalisation néolibérale, ce à quoi on assiste, c'est à une tendance à l'éclatement des pays, à l'éclatement des États-nations. Et donc, le développement, à mon avis, implique d'avoir un projet souverain, c'est-à-dire un projet qui assume de s'affronter avec le capitalisme. Le développement, c'est pas une technique économique. C'est pas est-ce qu'il faut gérer Sonatrach comme ça, est-ce qu'il faut que le budget ait un déficit de temps ou de temps. C'est aujourd'hui une compétition. Il y a des grandes puissances qui veulent empêcher
les pays émergents de se développer. C'est-à-dire que le capitalisme international, il ne fait pas qu'exploiter les travailleurs, il tue aussi économiquement et socialement des capitalistes tous les jours. J'ai pas réagi tout à l'heure. Oui. Le capitalisme mondial, ça c'est un peu poussiéreux, je trouve, comme argument, parce que en fait, la Chine s'est développée. Les principaux exportateurs, ceux qui permettent à la Chine d'avoir les excédents de balance de paiement les plus importants, ce sont les IDE, ce sont les investisseurs étrangers. Ce sont les premiers exportateurs, notamment européens et occidentaux, qui réexportent vers leur pays à partir de la Chine, qui l'ont utilisé comme plateforme. Et les Chinois se sont emparés du capitalisme mondial pour accélérer leur développement et réduire la pauvreté. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que dans le développement, est-ce qu'on peut utiliser... On n'est pas dans le scénario. Il y a une partie du capitalisme mondial qui a bien envie de venir travailler en Algérie parce qu'elle trouve son intérêt à venir travailler en Algérie. Est-ce que c'est des alliés ou est-ce qu'il faut les combattre? Aujourd'hui, la question, elle se pose comme ça. Je donne un chiffre, on parlait de Sonatrach. La moyenne mondiale par 10 000 km² de domaine minier, la moyenne mondiale d'appareils de forage, c'est 120. Il y en a 14 en Algérie. Oui. Sonatrach n'arrive pas à se rapprocher de cette moyenne mondiale. Dans des pays où les domaines miniers sont beaucoup moins prometteurs qu'en Algérie. Qui peut le faire avec Sonatrach? Si le Sonatrach, tel qu'il fonctionne, tel qu'il a été décrit par Ould Qaddour, n'est pas en mesure de le faire, on le fait avec des partenaires étrangers. Et on essaie d'y retrouver notre intérêt pour essayer d'approcher ce niveau-là et avoir un peu plus de revenus, même si en général je suis plutôt contre continuer sur le chemin du carbone. Mais continuer à parler dans ces termes-là de la relation au capitalisme mondial, à mon avis, quand on confronte à la réalité, c'est passé de mode. Moi, j'aimerais revenir à la question initiale de Khaled, qui est de savoir est-ce que Ould Qaddour est outillé et capable ou pas de redresser la chose. Je pense qu'il est outillé pour, mais que Sonatrach a un problème d'affranchissement à l'État algérien et au régime tel qu'il est. Je citais tout à l'heure au téléphone un exemple tout bête, les journées scientifiques et techniques de Sonatrach qui, mine de rien, commence à devenir un événement pratiquement mondial en termes de conférences, de qualité et tout, ont été reportés de 6 mois. Pourquoi? À cause des élections communales. Donc, on voit qu'il y a un problème d'affranchissement d'un appareil de production qui appartient certes à l'État, et il y a aussi un problème de gestion aussi, d'implication. Ould Qaddour, je ne le défends pas, je ne le descends pas non plus. BRC était une société d'engineering. C'était la première expérience réelle d'engineering depuis la fin des années 80 en Algérie. Et c'est une expérience qui allait donner des fruits. Donc, réintroduire l'engineering en Algérie est une solution qui serait intéressante pour sauver Sonatrach. Il y a autre chose que je voulais dire. Il faut aussi qu'il y ait un débat national sur la sortie du pétrole et sur l'utilisation des autres types d'énergie. Parce que ce que disait tout à l'heure Kamal sur la production nationale, qui est de 80%, non, on arrive à répondre à 85% de notre quota au peuple. Oui, oui. On a un problème à répondre à ce quota au peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne raffine plus en Algérie pour répondre à ce quota, et on importe. Bien évidemment. C'est-à-dire, on a parlé de gestion, on a parlé très rapidement. BRC, c'est pas de l'engineering, BRC, c'est de l'espionnage économique. Gestion. Oui. Pour parler de gestion, c'est-à-dire, moi, ce qui m'étonne, c'est que d'un côté, on est en train de parler d'une vision qui va vers 2030, et en même temps, on est en train d'alerter l'opinion publique avec un discours alarmiste qui dit que d'ici 2025, on n'aura plus rien. C'est-à-dire que on ne pourra même pas subvenir à la demande nationale. Donc si Sonatrach va vers ce développement, qu'en est-il de la réalité du terrain? C'est-à-dire, en même temps, on est en train d'avoir des projets de construction de raffineries à Tiaret et à Hassim Saoud, alors qu'on n'a même pas de quoi les approvisionner avec les chiffres qu'on nous avance. Actuellement, on nous a dit que l'année prochaine, c'était 54 milliards de
tonnes qui vont vers l'exportation. Cette année, c'est 57 milliards, alors que nos réserves sont sur 12 000 milliards. Donc, si d'ici 2025, avec un calcul simple, donc on va aller au-delà de 2025. Pourquoi d'un côté, on est en train de nous alarmer que d'ici 2025 ou 2023, il n'y aura plus rien. D'ailleurs, même les experts se contredisent sur le deadline, alors qu'en même temps, Sonatrach a une vision 2030 qui ressemble étrangement à cette vision 2030 d'Arabie Saoudite. C'est ça ce qui m'étonne. Et en plus, c'est pas étonnant, c'est pas interdit. Sonatrach peut décider de passer à la société d'électricité solaire. Autre chose. Si on va faire plaisir, il n'y a rien d'étonnant. Absolument. Autre chose. Si on n'est pas capable de subvenir, aux besoins locaux, donc on sera obligé de faire des arbitrages. Soit on réduit la consommation locale, ou bien on exploite de nouvelles énergies. Sinon, le gaz qui est injecté dans les pipelines doit être exploité. C'est ça le problème. Monsieur Belaloufi, rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Je voulais terminer ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, pour moi, le développement économique n'est pas une affaire technique, où on n'est pas dans un monde de bisounours. On est dans un monde où la concurrence, on n'arrête pas de nous le dire d'ailleurs, on est dans un monde globalisé, la concurrence, il n'y a pas de pitié, il faut se renforcer, etc. Donc oui à la coopération avec l'étranger, mais à condition de rester maître de son projet de développement. Or l'Algérie, elle a une fonction dans la division internationale du travail, c'est d'être un exportateur de pétrole, un exportateur de matières premières et de matières grises, avec une émigration qui part... Attends, je termine. Ce qui n'est quand même pas le cas de la Chine. La Chine, elle a eu une déconnexion pendant 30 à 40 années où elle a construit une industrie quand même beaucoup plus puissante que celle de l'Algérie. Et donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que on a un État stratège qui a effectivement un projet de développement qui est capable, y compris de s'immiscer dans la gestion et de faire de la gestion dans un certain nombre de secteurs et de coopérer avec des entreprises étrangères. Mais quand on s'aperçoit que depuis 50 ans qu'on fait, ou 55 ans qu'on fait maintenant de l'exploitation pétrolière, on n'est pas capable de se passer des multinationales pour prospecter et extraire du pétrole de tout le monde le fait. Ça veut dire que le modèle n'est pas bon, il y a un problème. Hassan, le mot de la fin. Mais juste un mot, Ouihia qui est quand même dans le gouvernement, dans l'exécutif depuis au moins 20 ans, et ça fait depuis 20 ans, un peu plus, qu'on nous dit voilà, il faut sortir rapidement de la dépendance énergétique, il faut diversifier notre économie, qu'on met en place une économie de production, qu'on permet un investissement public et privé, qu'on lève un peu tous les décentraliser l'investissement. Et non seulement il va à Oran pour parler de ça, mais pour dire qu'on va vers le gaz de schiste qui va nous coûter des centaines et des centaines de milliards. Ali Kfeifi a fait un texte hier où il explique qu'il nous faut 200 sociétés pour explorer le gaz du schiste. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait classer Ouihia, est-ce qu'il est de gauche ou est-ce qu'il est de droite. Moi je dirais qu'il est vraiment sans colonne vertébrale. Khaled, tu vas conclure sur nous demander si Cheikh Ibrahim se tient derrière Ultra Dor. Je m'attendais à ce que tu nous poses la question. Non, pas forcément. Merci à vous tous d'être venus. J'aimerais simplement corriger quelque chose. Le site de RSF, c'est rsf.org et non .com pour la pétition évidemment de la libération de journaliste Saïd Cheto. Merci à nos invités, merci à Akram Khaliev, merci Hassan Ouali, merci Hassan Qadi, merci Kem Mansari, merci Hossein Belaloufi. À très bientôt et à mercredi prochain. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.